Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast intitulé Viens, on parle de tout. Aujourd'hui, je reçois Darina Aljoundi. Darina est une amie chère à mon cœur, mais avant tout, c'est une comédienne et une écrivaine de talent. Elle est née à Beyrouth pendant la guerre. Elle a grandi entre les bombes et la quête d'une liberté absolue transmise par son père, qui était, on peut le dire, anticonformiste. Mais Darina, c'est aussi des chiffres. C'est 300 000 exemplaires de son livre vendu. C'est 500 représentations de sa pièce à travers le monde, mais c'est aussi 7 mariages et 7 divorces, et c'est surtout, surtout je ne sais pas, mais en tout cas c'est aussi 30 films qu'elle a à son actif. Aujourd'hui, elle me fait l'immense honneur d'être avec moi et de retracer son parcours qui, on peut le dire, est hors norme. Bienvenue Darina. Merci pour m'accueillir. Ah bah, tout le plaisir est pour moi. Comment t'as trouvé ma présentation? Parfaite. C'est vrai? J'allais rajouter pas mal de choses sur, ton Oui, irrespect des règles, sur ta liberté totale, sur ton phrasé qui t'est propre. Je me suis un peu limité, sinon ça aurait pris 3 heures. Mais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est si tu devais te présenter oui, sans, parler de ta carrière de oui, comédienne, oui, et sans parler de le côté irrévérencieux que tu peux avoir, oui. comment tu ferais? Parce que c'est compliqué. Ouais, moi, je dirais, je suis une femme libre, heu, femme libre, c'est tout, C'est tout, point. point. Très OK, simple. Faisons simple. c'est pas mal. Alors, tu étais quel genre d'enfant? Ah! Alors enfant, je suis née insomniaque, donc je dors pas. Donc quand j'étais bébé, je crois que chaque 3 jours, je dormais 1 heure. Ça devait être horrible pour tes parents. Non, parce que, on me mettait au lit, donc je regardais le toit, oui, le plafond, je restais il y avait quelques heures où j'étais au lit, le reste du temps, j'étais partout. Mais je faisais ma vie, donc je dérangeais pas beaucoup. Attends, du coup, tu quittais ton landau et tu faisais ta vie? Comment? Ou tu restais, Non, je restais ah oui, quand tu j'étais bougeais pas quand même? gamine, non, je restais quand j'étais gamine, même 3 ans, 5 ans, je dormais pas beaucoup, je dormais très, OK. très, très, très peu. Ça n'a pas changé, tu dors toujours très, très peu? Non, là, je dors 4 heures. Oui, c'est énorme. Tu sais que la moyenne des gens dorment plus ou moins 8 à 9 heures par Tu sais, avec l'âge, maintenant, je dors 4 heures. Avant, c'était 3, 2, 1, c'était chaque quelques années, je dormais 1 heure de plus, 1 heure de plus. Mais pour mon métier, pour ma carrière, c'est un cadeau, hein, Ouais, tu m'étonnes. parce que j'ai plus de temps que tout le monde. Oui, tu peux faire beaucoup plus de choses. Et en plus, je suis une hyperactive, donc extrême. Si j'étais née maintenant, je crois qu'on m'aurait mis sur médoc, là, ce qu'ils donnent aux enfants, alors qu'on peut gérer Alors tout attends, ça. qu'est-ce qu'ils donnent comme médoc aux enfants? Je ne sais pas, mais Je on crois m'a qu'on donne pas dit. trop de médoc pour les calmer, hein. Non, je crois que dans les écoles, ils leur donnent des trucs pour ceux qui sont trop Non, hyperactives. je crois pas. Si, on Je m'a dit et je moi je crois tout ce qu'on me dit. Ah ouais, non, j'espère, en tout cas, j'espère pas parce que les pauvres. Si, ils Ouais. leur donnent. Aux États-Unis, ils donnent Ah, aux enfants. peut-être aux États-Unis, Mmh. mais je crois qu'en France, c'est Non, quand en même France, non. c'est réglementé. Merci, non. Mais je crois aux États-Unis, c'est le cas. C'est possible. Il y a un Je médicament précis et même ici, quand qu'un enfant est très hyperactive, on l'amène chez les médecins et Oui, tout. oui, après, à partir d'un certain âge, c'est vrai que pour calmer l'hyperactivité, on donne des médecins. Toi, tu as trouvé d'autres remèdes plus naturels? Oui, non, mais même sans avant que je trouve ces remèdes naturels, non, j'ai su gérer ça. Ouais, En fait, oui, comme j'ai commencé à 8 ans à jouer, donc mon énergie est allée là où il tu l'as fallait. canalisé. Elle était bien canalisée. Sur les tournages, mon énergie ne dérange un peu pas. Même sur les tournages, ça peut déranger parce que j'ai beaucoup Ouais. d'énergie. Mais quand j'ai travaillé, parce que j'ai aussi travaillé dans le côté technique, donc quand je faisais technicienne sur les tournages, ça dérangeait pas du tout. Ou quand j'étais assistante, première assistante, deuxième assistante, troisième assistante, conseillère artistique ou n'importe quel métier que j'ai fait, ou son, ou image, ou maquillage, ou Ouais. hein. Tout le monde était content de ton énergie. Ouais. Exactement, parce que je suis inépuisable. Ah bah, ça, je sais. Tout le monde allait dormir et moi je continuais. Donc Ça t'a jamais posé problème? jamais de la vie. Donc ça, c'est trop bien. Ça a été un atout. Peut-être aux autres, Ouais. sait-on jamais, mais pour être honnête, je Je m'en fous. je vais revenir un peu, sur, ce que tu disais, le fait que tu dormais très peu étant petit. Ouais, et Heu, j'étais un enfant assez vraiment un peu,
un peu voyou. Ouais, un peu voyou? Je me coupais moi-même les cheveux, j'avais toujours les cheveux courts comme ça, Ouais, tu étais rebelle, hein. Tu as oui, toujours fait ce oui, que tu voulais quand tu le voulais? oui, Ouais, oui, ouais, oui, oui. mais donc c'est intrinsèque à ton caractère? Je crois, oui, Heu oui, je crois, je et crois. et quand tu étais petite, est-ce que tu avais un rêve? Quand tu étais petite, tu t'es dit: «Ah, plus tard, quand je serai grande, je voudrais être». Non, 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 parce qu'en fait, je suis tombée dedans très, très jeune, à 8 Mmh. ans et c'était ça. Donc le fait d'embrasser cette carrière, ça a été ton rêve en même temps? Et même avant parce que, j'ai un oncle qui était réalisateur, donc une tante qui était une grande distributrice monteuse, donc je voyais tout ça. J'ai assisté à ce tournage, j'avais même pas 5 ans, donc oui, je savais que c'est là et à 8 ans quand c'est arrivé, c'était presque naturel pour moi. Et tu as joué non-stop, Ouais, de 8 ans jusqu'à maintenant, ouais, tu as enchaîné. ouais, Et alors, je vais revenir sur parce que moi, c'est vraiment une j'ai lu ton livre, ouais. qui s'appelle «Quand Nina Simone a Le cessé de jour chanter», où le jour où Nina Nina Simone Simone a a cessé cessé de de chanter. chanter. Il y a plein de choses qui m'ont, éveillé, enfin, qui m'ont alerté, où je me suis dit: «Waouh, moi, j'ai pas eu du tout la même enfance». Alors évidemment, je suis pas né pendant la guerre, Oui, mais du coup, comment ça s'est passé? Comment on grandit, dans un contexte de guerre? oui. Comment tu l'as vécu? Et encore plus quand tu dois, j'imagine, aller à l'école, aller travailler, comment ça Mmh. se passe? En fait, quand tu es dedans, tu le vois pas comme toi tu le vois. Tu le vois normal. C'est ton C'est quotidien. oui, ça veut dire, on fait les anniversaires, les fêtes, l'école, les bouffes, les rencontres, les f tout sous les bombes, c'est la seule différence. Et ça ne change rien. En fait, quand tu t'habitues, ça devient un truc, on vit avec. Mais toi, tu t'es même pas habitué, tu es né dedans. Donc en fait, Moi je suis né quelque ça veut dire la guerre a commencé apprendre. à prendre en 73. Ça a éclaté complètement en 75. OK. Moi, je suis née en 68. Ah, donc tu avais quand même tu as passé 5 10 ans ans. quand OK. la guerre a commencé, on commençait à la sentir. Sauf aussi, moi, j'ai un autre truc. Avant, j'avais pas mon papa qui était emprisonné en Syrie comme prisonnier politique sous Assad. Donc en même temps, donc il y avait tout ça dans ma vie. Moi, j'avais pas rencontré mon père quand je suis née. Tu pourrais dire que du coup, tu étais presque prête à vivre cet épisode? Tu étais Heu, armée en tant qu'enfant pour Écoute, il y avait rien de normal dans notre vie. Un père en prison, une mère qui travaille comme une malade à la radio. Nous, on est 3 filles, moi je suis la plus jeune, et on est chez les bonnes sœurs à l'école, et le papa est là, mais il est pas là, on sait même pas qu'il est dans quelle prison prison il est. il est. Et puis quand ils l'ont sorti, ils l'ont exilé, il est parti en Afrique. Donc Ah, ça, je savais pas. moi, j'ai pas rencontré mon père tout de Tu suite. as rencontré ton père à quel âge? Je crois, 68, je crois 5 ans. Ah oui, quand Non, même. 4 ans, à 4 ans. OK. 4 ans, un truc comme ça. 4 ans, Et qu'est-ce que ça 4 ans. t'a fait? Tu te souviens de ta rencontre avec ton père? 1re fois, j'ai eu peur, je savais pas qui était cet homme OK. et c'était bizarre, pour lui, en tout cas. Moi, pour moi, c'est parce qu'en fait, lui, quand il était en prison, j'étais la seule qui était née après son Mmh. incarcération. Donc j'étais la seule qui l'avait pas vu et il disait que pendant les interrogatoires, ils sont cons parce qu'il suffisait qu'ils leur disent qu'ils ont une photo de moi, il aurait tout craché. Parce qu'il voulait me voir. Bien sûr. Il voulait voir le visage de cet enfant C'était son né. talon d'Achille. Oui, ils l'ont pas su, ils l'ont pas utilisé, et donc quand il est sorti, il était passé à la maison avant de repartir en Afrique et il a couru pour me prendre dans ses bras et moi j'ai eu peur. Et c'était quoi ta relation avec ton père? Parce que là, vous vous connaissez pas, vous Oui. apprenez à vous connaître, à vous apprivoiser. Au 2 gros f début, c'était le rêve en Afrique, l'homme là qui est parti. Heu, on me disait qu'il travaillait dans les mines de diamants avec en fait, une cousine de maman était mariée avec le roi du diamant à Sierra Leone et cet homme adorait mon père et donc il l'a invité à aller là-bas, au lieu d'être exilé dans un endroit qu'il connaît pas et où il avait pas de C'était boulot, une obligation, son exil? oui, Il était exilé du enfin Liban? non, de la Syrie, sauf que le Liban a toujours été sous la coupe, du régime syrien, même s'il n'y a pas eu occupation ou autre. Et même les politiciens libanais ont toujours été
sous les bottes des Syriens. Et donc, oui, le Liban ne le protégeait pas s'il était contre Le un gouvernement syrien. opposant du gouvernement de l'État syrien. Et donc il est parti en Afrique, sauf que mon papa, déteste que les gens soient racistes. Et là-bas, il y a beaucoup de racisme. Il a quitté le cousin et la cousine et les diamants. Il a il a ouvert un magasin de je sais pas quoi avec un Africain de Sierra Leone qui était son meilleur pote et c'était un des rares blancs qui avait le droit d'aller dans les bars, heu, pour Black, les ouais, Sierra-Léonais, bien quoi. sûr. Et donc oui, il a vécu quelques années là-bas et puis il est revenu au Liban, oui. OK, et à ce moment-là, parce que tu vois ton père comme un héros, du coup? Tu Comme un le rêve, Comme un rêve? oui, oui, Et comme un conte. quand il revient et que là, maintenant, tu le matérialises et qu'il est là au quotidien, comment ça se passe pour toi? Et Et alors, c'est quoi votre relation? lui, c'est un homme, qui adore la vie. Et à la maison, il y avait toujours des fêtes le soir. Et c'est toujours parce que comme il est journaliste, écrivain, philosophe un peu, et poète, et donc il y avait toujours les poètes, les musiciens, les réalisateurs, les auteurs, tout le monde était chez nous. Et moi, il me mettait sous la table basse. Je regardais tout, j'entendais tout, les chants, les danses, les blagues, les discussions, les débats. Donc j'étais toujours fascinée par lui. Et comme il avait toujours été obligé de partir, de fuir quelque part les Syriens, les autres, et il me disait que si j'ai besoin de lui parler, il faut que je regarde la Lune, parce que lui, il a une ligne directe avec la Lune. Et donc, si je dis quelque chose à la Lune va le lui transmettre. Et depuis gamine, j'ai cette habitude. Quand je voulais transmettre un message à mon père, je regardais la Lune comme ça, et je parlais, et j'étais sûre que ça allait arriver à mon père. Quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était Que la juste ligne une directe image, n'existait pas. heu, un peu magique comme ça d'un rapport, mais j'ai continué à le faire comme une tradition. Même maintenant, quand j'ai un truc que je veux demander à la vie, je demande à la Lune. Oh, il y a un ami qui me dit, «Ta vie ressemble à une chanson». J'ai demandé à la Lune. Mais c'est pour ça qu'on t'appelle Moon? Non, je sais pas, on m'appelle plein de trucs, mais je sais pas pourquoi. Mais Moon, c'est vraiment, c'est C'est déjà le la Lune. personnage, c'est le personnage, elle s'appelle Moon dans Noun, Noon, c'est Noon, pardon, à chaque fois. Mais Noun. je crois que Alors, j'assimile à je chaque vais fois te les 2. dire pourquoi j'ai appelé Noun. Noun, dans la langue arabe, c'est la lettre qui féminise le verbe. Donc ça veut dire, si un verbe tu veux faire au féminin, tu ajoutes la lettre Noun. Et la lettre Noun, si je te la dessine aujourd'hui, ça ressemble au sein. C'est un comme ça, avec un point dedans. D'accord. Et pour moi, c'était presque normal qu'elle s'appelle Noun. La lettre qui féminise le verbe. Ouais, bien sûr, c'est très beau, très Ouais. poétique. Et comme moi, je voulais absolument mettre ça en évidence, que c'est pas une autobiographie, c'est un personnage. Donc c'est pas moi, je m'appelle pas Darina sur scène, je m'appelle Noun. Et dès que tu prends ta vie comme une matière, ça ne reste plus ta vie, ça devient la matière. Oui, c'est ton alter ego. C'est une autofiction, je Ouais, l'appelle, et c'est mon alter alter ego. ego. Surtout que je l'ai reprise dans la deuxième pièce, ma Marseillaise. C'est toujours Noun dans la deuxième pièce, qui raconte autre chose. Peut-être je ferai un troisième volet, sait-on jamais. Alors, j'ai lu ça, tu m'en as jamais parlé, mais est-ce que c'est vrai que tu as fait ta demande La de nationalité nationalité? française sur scène? Non, pas comme ça. En fait, pendant que je jouais le jour où Nina Simone, moi je suis d'origine libanaise, donc carte de séjour, donc je Renouvelé tout le temps? sauf que je faisais une tournée internationale. Le nombre de visas que j'étais obligée de faire, les ambassades, les rendez-vous, les retours à la préfecture pour je te dis pas. Et avec les filles avec qui je travaillais, l'administratrice de la pièce, Karine, qui est une fille que j'adore et que j'aime encore, et Carole qui était la technicienne son et lumière. Et c'est des filles qui sont très, très chères à mon cœur. On a passé 8 ans sur les routes ensemble et Karine venait avec moi dans les ambassades, préfets, pour m'aider, comme elle est l'administratrice de la tournée. Et à chaque fois, elle s'énervait. Et moi, je lui disais: «Tu dis rien, sinon je vais payer le prix. Tu te rends pas compte, toi? C'est pas normal pour nous
qui n'ont pas un passeport européen ou un passeport qui nous permet d'être libres de circuler, c'est horrible. On est toujours accusé, jugé. On a un regard dans les ambassades comme si Tu dois prouver les choses. ah, c'est pas net. Et donc, tu dis rien. Tu veux juste qu'on te donne ce tampon sur le visa pour pouvoir rentrer dans le pays où tu dois travailler. Je me rappelle même une femme, ambassade suisse dans le 7e, elle s'est énervée, mais je lui ai donné un coup de coude dans le ventre comme ça, mais tais-toi! Et donc, oui, je souffrais beaucoup. Mais comme je payais mes impôts et tout, je présentais mes papiers pour qu'au final, je puisse acquérir la nationalité. 6e année, avant la première de ma Marseillaise, une semaine avant la première à Avignon, au Théâtre des Halles. Je suis toujours avec Alain Timard, le metteur en scène de Le jour où Nina Simone a cessé de chanter. On s'est repris l'équipe, on ne change pas une équipe qui gagne, pour ma Marseillaise, avec le même théâtre, le Théâtre des Halles à Avignon. Une semaine avant l'ouverture, la première, je suis à Paris, je reçois le courrier comme quoi on me refuse la nationalité française. Pourquoi? Parce que je suis intermittent du spectacle, donc chômeur, alors que je ne suis pas chômeur. Bien sûr. Un chômeur n'a pas le droit d'acquérir la nationalité. Alors que tu travailles en plus. Oui. Et là, j'étais, mais je me rappelle, j'étais rue Saint-André-des-Arts et j'ai ouvert le truc, j'étais encore mariée à ce moment-là, et je dis à mon mari, lis-le, j'ai pas le courage. Et il me dit, mauvaise nouvelle. Je suis tombée par terre, en larmes. Parce que l'idée de passer encore des années à faire les queues, à aller à 4 heures du matin à la préfecture, à passer dans toutes les je ne pouvais plus. Où puis-je aller? Donc je commençais à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas changer de métier pour ne plus être chômeur devant l'État Ça français. aurait été le comble. Je me suis battue toute ma vie pour garder ce métier, ça aurait été le comble Ouais. de changer pour avoir le passeport, alors que je viens ici pour avoir cette liberté de m'exprimer en tant que comédienne. Oui, c'est complètement paradoxal. Tu Oui. vis un paradoxe. Mais c'est pas normal. Et donc, j'ajoute une phrase à la fin de ma pièce, parce que moi, toute la pièce, je chante la Marseillaise. En fait, j'ai peur d'oublier un mot ou chanter faux, ce qui est mon cas. Et donc, je chante quelques strophes sur scène à chaque quelques minutes, parce que si j'oublie, je rate la nationalité, parce que c'était une condition, je ne sais pas si ça l'est toujours, De connaître la Marseillaise. Je crois de que ça la l'est toujours. chanter, de connaître paroles et musique. Donc je l'ai appris par cœur. Une des façons pour apprendre par cœur pour moi, c'est jouer. Donc je l'ai mis toute la Marseillaise dans ma pièce. Je connais toute la C'est Marseillaise. incroyable. Et donc, et j'ajoute une phrase. Au moment des applaudissements, j'arrête le public, je leur dis, dans la vraie vie, on m'a refusé la nationalité, et je dis la raison. Et puis, je chante comme d'habitude la Marseillaise, et je rentre dans les coulisses. Sauf que, pour le jour où Nina Simone a cessé de chanter, j'ai eu l'honneur, la chance que la plus grande critique de théâtre en France, même peut-être en Europe, Brigitte Salino, du Monde, qui vient pas d'habitude sur le off, et moi je suis sur le off. Elle avait tellement entendu parler de ma pièce qu'elle a envoyé 3 de son équipe pour voir si ça vaut la peine. Et donc tout le monde lui a dit « Viens ». Elle s'est déplacée. C'était un jour, je ne l'oublierai jamais. Elle se déplace, elle vient, elle voit la pièce. Et là, il ne fallait pas que l'attachée de presse soit présente. Il ne fallait pas que quelqu'un lui pose une question ou il lui parle. C'est ça les consignes. Et donc, c'est elle sort de la pièce, elle appelle quelqu'un, elle dit c'est quoi le nom du morceau de musique qui joue toute la pièce? Parce qu'en fait, le jour où Nina Simone est lié par une chanson de Nina Simone. Donc, on lui donne le nom du titre, elle part. L'après-midi, elle envoie à mon attaché de presse qu'elle veut une photo, donc on sait, elle va écrire. Et puis, elle sort un article sur le jour où Nina Simone, mais exceptionnel. J'ai jamais lu un truc comme ça, venant d'elle en plus. Donc quand j'ai refait ma Marseillaise, on n'avait pas besoin ni de la contacter, ni lui dire, elle est venue toute seule. Elle voit le spectacle, elle sort, et le lendemain, l'article sort dans Le Monde où c'est écrit « Marianne ne reconnaît plus les siens ». Je peux te dire que quand j'ai lu ce titre,
J'ai eu un peu les larmes aux yeux. Ah bah, tu m'étonnes. Et c'est grâce à ça, du coup, que tu as réussi à avoir la nationalité? Attends, après ça, le même jour, au théâtre, le metteur en scène me dit: «Le ministre de l'intérieur veut te parler». Pardon? Moi, je croyais que c'était un gag, un de mes copains qui est en train de Elle est faire, où la caméra cachée? oui, oui. Donc je prends le téléphone: «Oui, mais mon ministre, mon» oui. Il dit: «Non, non, c'est monsieur Valls», était en premier gouvernement de François, Hollande, monsieur le président. Et donc je dis: «Ah pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était un gag, c'est pas tous les jours qu'un ministre m'appelle». Et donc il me dit: «Non, non, c'est moi et je vous appelle parce que j'ai lu l'article dans Le Monde. Je voudrais bien vous présenter mes excuses, les excuses de la République, parce que c'est pas normal. Vous savez pourquoi?» J'ai dit: «Oui». Tac, intermittent, chômeur, hein. Et il me dit: Eh bien, pour obtenir la nationalité, il faut changer la loi». Je dis: «Oui, je sais». Il m'a dit: «Eh bien, demain, vous allez regarder France 2, le JT à 20h. Je vais sortir moi-même, annoncer le changement de la loi pour que vous portiez haut et fort les couleurs de la République». Il est sérieux là? Ouah, c'est incroyable! Je dis: «Pardon?» Il m'a dit: «Oui, dès que je l'annonce, vous présentez un recours et vous allez l'avoir». Le lendemain, devant le France 2, JT, 20h, il sort, il annonce le changement de la loi. Mais tu dû halluciner. Ça n'arrive pas dans un autre pays, ça. Non, mais ça arrive pas dans la vie de qui que ce Oui. soit. Je veux dire, c'est fou. Donc en fait, il y a une loi qui a été changée grâce et pour toi, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, comme tu me connais, je suis un peu relou. Et donc, comme je parlais beaucoup à la responsable de son bureau et tout, directrice de son bureau, je ne sais pas comment on les appelle. Ils ont coupé ton numéro. Non, oui. Et donc, je l'appelle, je dis: «Vous voulez pas dire à monsieur le ministre que ce serait bien de l'appeler la loi Darina?» Et là, elle me dit: «Je crois que tu pousses un peu là. Tu m'étonnes. Descends, descends». Ouais, redescends un peu. Et donc, c'est comme ça que j'ai présenté le recours. En octobre, j'ai eu mon nom dans le journal officiel et le 31/12/2012, j'avais mon passeport en main. Putain, bah, trop bien. Et en fait, c'est une loi qui a aidé beaucoup d'autres gens parce qu'en fait, quand tu es un artiste francophone, après 5 ans imposables, avec une œuvre connue et reconnue, ton œuvre devient ton CDI. Ah, incroyable. Et donc moi, ils m'ont demandé: dossier de presse». Il y avait 800 pages. Allez hop, «Allez, prends tiens. ça!» Pour qu'on comprenne un peu, d'où tu viens, Mmh. comment tu es devenue celle que tu étais aujourd'hui, tu es passée comme tout le monde par la phase d'adolescence. Oui. Non, pas comme les autres. Non, alors pas comme les autres, mais tu as été adolescente comme tout le monde. Oui, mais je travaillais, c'est très Ouais. différent. Alors je voudrais exactement que tu me parles de ça. Qu'est-ce que c'est d'être une adolescente qui travaille? On n'est plus adolescent. À C'est quel pour âge ça que à je quel trouve, âge tu penses être sortie de l'enfance-adolescence? je crois à 10 ans, c'est bon, à 10 ans. À 10 ans, j'ai commencé à voyager avec mon travail. À 10 ans, j'étais la première série arabe tournée en Grèce. Sans tes parents, tout seul? Non, j'ai amené toute la famille. Et en plus, mon père était sous résidence surveillée à Bagdad. Et comme on savait que nos lignes téléphoniques J'étais sur étaient écoute. sur écoute, on l'utilisait. Et comme j'étais un enfant star connu dans le monde arabe, hein, aussi un peu, et donc Parce que j'appelais mon excuse-moi, tu explosé à 8 ans, donc tu fais ton premier rôle et tu exploses. ouais, Donc depuis que tu as 8 ans, tu es une star, enfin tu es une star. ouais, parce que j'avais une série toutes les semaines à la télé, au fait. OK. Chaque vendredi avant le JT. Qu'est-ce que ça fait quand tu as 8 ans et que tu te balades dans la rue, que tout le monde te reconnaît? C'est l'émeute. À 8 ans, par exemple, je te dis à toi même, je sais pas faire du vélo parce qu'au moment où il fallait que j'apprenne à faire du vélo, à jouer avec les enfants, nous, on n'avait pas des jardins à Beyrouth. Il y Non, mais dans avait la un rue? petit espace, en bas de la maison parce que s'il tombe des bombes, on pourra courir vite. Donc mais j'aurais pu apprendre à faire du vélo avec les copains, avec tout. Je pouvais pas, je Ouais. travaillais tout le temps et je pouvais plus. Si je rentrais dans une pâtisserie, dans un café, dans un endroit, c'était mais On t'arrêtait, on ah non, c'est pas arrêté, c'est tout le monde sur ma gueule, quoi. ah ouais. Ah donc tu as connu vraiment tout ce qui est le plus contraignant de la célébrité. Tu l'as connu Oui, oui. dès le début? Ah oui, oui, Ouais, ça a pas c'était été crescendo quoi, ah non, non, ça a été horrible pour ouais, moi, mais horrible. Ça, c'était le côté que ouais, j'ai détesté.
complètement détesté. J'en ai abusé un peu à l'école parce que, bien sûr, les profs me mettaient des notes qui ressemblaient absolument pas à mon travail. C'est ce que j'allais te demander, tu continuais l'école quand même en parallèle? Oui, tous les élèves voulaient être mes copains, mes copines, même les profs, c'était: «On ne touche pas à Darina, la star». Mais donc en fait, toutes tes relations étaient déjà biaisées à l'époque? Oui, ouais. Donc c'est très compliqué pour se construire? Heu, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai pas du tout, pas du tout. Au contraire, parce que tu vois les choses directes, nettes, tu le vois, tu sais qui est quoi et en connaissance de cause, tu fais Ouais, tu t'ajustes. oui, Oui, donc en fait, toi, tu as pris le contre-pied, c'est au lieu de le subir, tu en as fait une force. oui et surtout vraiment le père que j'avais, vraiment, ça c'est le plus beau cadeau de ma vie. C'est cool que tu en reparles parce que je voulais, en parler un Parce petit peu, que mais sans parler avec lui, ça veut dire mon père, c'est quelqu'un qui m'a c'est un menteur, mais c'est aussi un critique littéraire. Donc chez nous à la maison, il n'y avait pas un mur vide, c'est que des livres, du sol au plafond. Ma mère disait toujours: «Un jour je vais rentrer, je vais pas trouver des fauteuils et des canapés et des trucs, il va y avoir des livres à la place». On n'avait que ça chez nous et les lire, c'est un truc très important à la maison. Moi, mon père m'a mis Dostoïevski entre mes mains, j'avais 7 ans. J'ai lu l'œuvre complète de Dostoïevski à 7 ans. j'ai 37 ans, je l'ai toujours pas lu en entier. Ah oui, et d'autres poètes, auteurs et traduits, pas traduits, mais tout, à un âge très, très jeune. La religion, parce que mon père et ses frères avaient décidé qu'ils imposeront jamais une religion à leurs enfants et que, les enfants à 16 ans ont le droit de choisir après avoir lu toutes les religions. C'était sa condition. Oui, donc on a tout lu et en lisant, on discute avec lui. Après, on discutait de tout. Toutes les questions qui te passent par la tête en lisant ça ou ça ou ça ou ça. Moi, j'avais toujours à la maison Che Guevara à côté du Christ, parce que pour lui, le Che, c'est le Christ moderne et le Christ, c'est le Che D'avant. antique. Et donc, c'est comme ça qu'on avait la relation avec les choses. La littérature, la religion, c'était toujours un débat, c'était une question ouverte pour nous ouvrir encore plus l'esprit. Ça a créé une ouverture d'esprit incroyable. Exactement. Et toi et tes sœurs, toutes pareilles? Pareil, Et aujourd'hui, vous êtes toutes les 3 aussi libres? on se parle pas toutes les 3. Vous parlez pas? OK, ouais, ça Mmh. c'est des parcours de vie et des fois c'est un peu Ah, compliqué. tu connais l'histoire, Ouais, bien sûr, c'est mes sœurs, qui m'ont interné donc ouais, bah, ça je voulais en parler un peu plus tard ouais, si tu veux. Ah, ouais, je crois que c'était ta mère, mais avec ma mère. avec ta mère. Mmh. Je voudrais juste qu'on reste un peu sur ton père et après Oui, on ira sur ce sujet qui est oui, fou, qui est dingue. C'est un autre épisode de ta vie, ouais. hallucinant. Pas forcément, agréable, mais Je hallucinant. on je tu honnêtement, l'important, c'est ce qu'on fait avec. Oui, c'est clair. Moi, ce que j'ai fait, c'est mon plus grand succès. Oui, ça veut pas dire que j'ai pas été cassée. On parle Ouais. après. Non mais alors vas-y, on va pas se brider parce qu'on est Oui, là pour parler de oui, tout. Donc oui. en vrai, tu vois, moi je Je nie pas. Je dis pour pas attends, que, je suis pareil, j'ai pas non. alors juste pour remettre en contexte. Oui. Tu mènes ton adolescence et ta vie de star, à Beyrouth. T'écoutes à la lettre ce que ton père te dit, Non, c'est-à-dire pas à la non, pas à la lettre. lettre, mais en tout cas, ce qui t'arrange, c'est d'être libre, de faire ce que Oui, tu veux, oui, quand tu veux, où oui. tu veux. Ah! Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que Ouais, quand j'étais à ma première série en Grèce en train de ouais. tourner, mon père sous surveillance à Bagdad, on a utilisé j'appelais papa tous les jours et je lui dis: «Ah papa, viens me voir, bientôt c'est Noël, c'est sacré pour nous qu'on passe Noël ensemble» et donc les Irakiens lui ont donné la permission de venir en Grèce pour passer Noël avec moi. C'est dingue. Sauf que nous, on avait préparé son retour au Liban. Je n'oublierai jamais cette période-là. J'allais avec ma mère dans les bureaux des services secrets syriens pour qu'ils nous laissent faire revenir papa. Et moi, j'étais gamine, ma mère m'utilisait star, donc elle m'emmenait avec elle. Parce que si elle allait seule, ma mère est une belle femme et connue, c'est une spécrine de la radio très connue, c'est la deuxième femme de la radio dans le monde arabe. C'est pas n'importe qui non Oui. plus. Vous êtes tous une famille de stars, d'une certaine façon. Je sais pas Ouais, comment, mais c'est comme ça. ouais. On allait avec maman, elle me mettait sur ses genoux dans les bureaux des services secrets à Beyrouth, des Syriens,
parce qu'elle avait peur qu'on la regarde, qu'on la drague, qu'on la viole, qu'on l'emprisonne, qu'on. Donc elle m'utilisait comme Ouais, un un bouclier, oui, enfin, oui, surtout une carte de sortie, oui, sans problème. exactement. Mais on en a fait des bureaux de services secrets à Beyrouth pour qu'on ait la permission que quand mon père arrive, on le prend pas, on le jette pas en prison. Et donc, c'est comme ça qu'il est venu en Grèce. Il n'est plus jamais revenu en Irak. Il est venu avec nous Au Liban. au Liban. Sauf que peu de temps après, comme il est revenu, les Syriens croyaient qu'il allait travailler pour eux. Mon père a refusé, bien sûr. Et c'est là où ils ont intenté En attendant. mais Alors, je vais essayer de cadrer un peu pour qu'on comprenne et qu'on nous suive dans la chronologie. Mais c'est le but de l'émission, qu'on parle de tout oui. sans tabou et voilà, sans filtre. Donc vous revenez de ton tournage en Grèce, ton père, donc a fui l'Irak, a réussi à fuir grâce à vous l'Irak. Avant l'Irak, il a fui Ouais, le Liban à ouais, cause mais des après là, Syriens. voilà, mais là, il revient au Oui, Liban oui. et tu parlais de tentative d'assassinat parce Ouais, qu'il a subi une tentative d'assassinat ouais. et on reparlera ensuite de toi, ton épisode. Mais j'ai lu dans ton livre qu'il y a un truc qui est assez marrant, c'est que tu étais petite, tu avais Mmh, 12 ans, 10 mmh. 10, 11, 12 ans, que ton père a passé son temps à te dire qu'il fallait être libre, faire ce que tu voulais tout le temps, qu'il fallait pas écouter les gens, qu'il fallait surtout pas faire comme tout le monde, enfin que des choses hyper intéressantes, mais voilà, il avait tout son laïus sur toi. Tu l'as pris au pied de la lettre. Un jour, tu lui demandes d'aller chez une copine et il t'interdit d'y aller parce qu'il est mal luné ou ce En jour-là. fait, il interdit à ma sœur, pas moi même. Ah, Je voulais, mais même ma sœur, ça veut dire moi, ça veut dire nous. Il nous dit parce qu'il aimait pas qu'on couche, ailleurs. Il disait: «Invitez les amis chez vous, mais n'allez pas là-bas. mais n'allez pas là-bas». Je crois que ça allait surtout un rapport avec la guerre Oui, oui, aussi, il il avait faut peur, pas je peux oublier, comprendre. quoi. Et du coup, il interdit à ta sœur, mais toi, tu le prends pour toi. Qu'est-ce que tu fais, t'as 12 ans? Ça, je veux qu'on en parle quand même parce que c'est hallucinant. J'ai essayé de le tuer. Comment on s'y prend à 12 ans pour essayer d'assassiner son père? J'ai été acheter le poison pour les rats. Ouais, de la mort au rat. Je pleure de rire. En fait, les gens vont dire: «Elle est vraiment Heu zinzin». non, non, mais c'est fou parce que ça montre aussi l'éducation de ton père. Le fait de tu vois, d'aller à fond dans les choses, d'être complètement libre, ça passe par ça aussi. Tu sais que lui, il a toujours raconté cette histoire à ses copains en Ah rigolant, bah, hein. je C'est me parce doute. qu'il dit: «Écoutez, ma fille, Freud, truc d'un rien, elle a tout dépassé, elle a vraiment essayé de me tuer». En fait, j'ai acheté le poison, c'est La comme mort au rat, ouais. oui, une pâte comme ça, bleu-gris, la couleur et comme lui, quand il se réveille, de sa sieste avant d'aller au journal où il travaille, il prend toujours le café turc et donc moi, je te prépare ton café. J'ai vidé le tube dans le truc de café. Café. Je présente, il me dit: «Ça a l'air, ça a un goût bizarre». J'ai dit: «C'est l'eau, mais l'eau à Beyrouth, elle descend noire quoi papa, quoi tu poses la question?» Il boit le truc, rien. Moi je le regarde, je l'observe, me disant: «Là, il va tomber devant mes yeux». Rien. Merde. Il monte, il descend et en fait, le magazine où il travaille, il prend la rue en montant, il traverse le boulevard et de l'autre côté du boulevard, c'est le magazine. OK, je regardais du balcon comme ça en me disant: «Là, il va tomber, il va tomber». Rien, le mec, rien. Il va au boulot. Je suis resté à la maison en me disant: «Chaque minute, on va recevoir un coup de fil qui va nous dire: "Papa est mort"» et là, je dois faire semblant que je suis Ouais, tu triste et machiavélique quand même. j'attends, rien. Et là, il rentre. Le mec n'a rien. Il avait juste une diarrhée. Oh, le pauvre. Et moi, je dis: «Merde, mon poison n'a pas d'effet, Mmh. quoi». Et oui, c'est comme ça que j'ai essayé de tuer mon papa. Et ce qui est dingue, dans l'histoire, c'est qu'en fait, quelques semaines plus tard, voire quelques mois plus tard, il y a cette tentative Ouais, d'assassinat et tu es présente et tu ouais. vois ce qui se passe. Oui, je suis la seule qui était j'entends des cris et je regarde du balcon, en fait, c'était en bas, vraiment en bas. En bas de chez En vous. fait, il lui avait tiré dessus avec un silencieux, juste quelques mètres après la maison, mais une personne qui passait les gens avaient peur à ce moment-là. Il y avait eu une vague d'attentats sur des personnalités, des intellectuels opposants, que ce soit au régime irakien ou au régime syrien. Je crois qu'il y a eu 80 qui ont été tués à ce moment-là. Mon père est le seul qui a survécu. Donc quand il y avait quelqu'un
qu'on tue dans la rue, comme les gens savaient que c'est un opposant, que ce soit aux Irakiens ou aux Syriens, ils ne le touchaient pas. Il y avait un cercle autour de mon papa et mon père, se lever et tomber, se lever et tomber, et personne n'osait le toucher. Et personne ne l'aidait. Ouais, jusqu'à un moment où un mec passe et il voit le truc, donc il pousse les gens, et là il voit mon père et il le reconnaît. Il travaillait avec lui et il commence à crier: «Mais c'est mon tonton, c'est mon tonton, bougez-vous, bougez-vous!» Donc il le met dans la voiture pour le ramener à l'hôpital, et mon père insiste pour qu'il s'arrête pour monter à la maison, pour voir. Il voulait voir maman et les filles, il disait. Donc il était presque mourant, tout en On sent. sang, mais il frappait avec la force qui lui restait pour que le mec s'arrête en bas de la maison. Donc le mec s'arrête et il le sort de la voiture parce que mon père ne voulait pas aller à l'hôpital, il voulait monter chez nous, mourir avec sa famille. Et c'est à ce moment-là que moi j'étais au balcon et je vois mon père. Et là, il regarde en haut et il me voit. Et c'est là où il va tomber. Et là, on sait que... Et le mec, là, le prend dans la voiture, il le prend à l'hôpital. Et moi, je cours. J'appelle maman. Sauf qu'il y avait la voisine qui montait. Votre père a été tué par une balle muette, elle dit. Ouais. Et donc, on l'amène à l'hôpital. Il va survivre, il va être sauvé. Et toi, tu le vis comment? Parce qu'en fait, tu as voulu le tuer il y a quelques semaines. J'ai un peu culpabilisé, mais je suis quelqu'un, en fait, qui rigole beaucoup de ses douleurs, même gamine. Ça veut dire que quand mon père est sorti de l'opération, après, je crois, 9 heures d'opération, un truc comme ça, Il avait été touché où? là, Ok, en pleine tête. là. Ouais, ouais. Et donc, toute sa vie, le côté, Oui, il était paralysé d'un côté. pas Enfin, non, paralysé, mais mais il ne pouvait pas l'utiliser 100%, il peut utiliser à 30-40%, un ouais, truc comme ça. ok. Et on était 24 sur 24 à l'hôpital avec lui, mais tout le milieu, parce que, bien sûr, un attentat politique comme ça, en pleine rue, d'un Oui, et puis poète, survie. écrivain, journaliste, critique, qui a été emprisonné en Irak, en Syrie, partout dans le monde arabe, donc c'était pas rien. Alors là, je vais te raconter un truc. Ça, c'était en 1981. Mon père, après, il va venir en France pour se soigner. Bien longtemps, parce que ça a pris 1 an avant qu'il ne puisse revenir, qu'il puisse voyager et tout. Il se fait soigner, et il rentre après au Liban. En 2006, mon père, 1981, moi, en 2006, je préparais mon dossier de mariage à la mairie du 6e. Je vais avec mon mari pour déposer le dossier. Avec mon ex-mari. Lequel? Le numéro combien? Le dernier. Et donc, on arrive, on entend comme il y avait une petite fête. On attend un quart d'heure, il y a une dame d'un certain âge qui sort et qui dit « Excusez-moi, mais c'est ma dernière journée de travail. Aujourd'hui, je prends ma retraite. Votre dossier, c'est le dernier dossier de ma vie. » Donc mes collègues trinquent avec moi, on boit du champagne. Vous voulez bien boire? On me dit « Oui, allez, on va trinquer avec vous. » Elle ramène le champagne. Elle ouvre le dossier, là, comme ça. Je vous dis, bizarre. Vous savez, en 1981, j'ai rencontré un grand monsieur, poète, écrivain, philosophe, qui avait subi un attentat. Et il se faisait soigner en France, et c'est moi qui ai pris soin de son dossier. Et là, je dis, il s'appelle comment? Elle me dit, Hassem. Je dis, regardez le nom de mon père. Et là, c'est votre père? Et là, on s'est levés dans les bras, toutes les deux, on pleure. Ça, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ouais. C'est que le dernier dossier de sa vie. Et, puis, ouais. Et peut-être celui de ton père était un des plus importants. Si ça a autant marqué, parce qu'elle a dû en voir passer des dossiers. 1981, en 2006. Donc, elle fou. connaît encore le nom et le prénom de mon père. Ouais. Elle se rappelle encore. Donc, oui, c'est un homme qui pouvait marquer les gens qui avait le l'air, en tout cas. rencontraient. C'était un homme magnifique. Ta mère, parce que voilà, c'est ce qui est arrivé, ta mère et tes sœurs, à un moment, ont décidé de te faire interner, enfin t'emprisonner. Il n'y a rien. Rien pour moi, non. Il n'y a pas de raison pour faire ça. Non, mais bien sûr que non. Mais je veux dire, elle, dans la société dans laquelle tu vivais, Ouais. le fait que tu sois aussi libre. Mais elles étaient aussi libres que moi, attention. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il y en a une qui était même pire. Fois, c'est toi qui parles. Parce que, juste. Alors, Écoute, c'est pas à moi de l'expliquer. Oui, c'est vrai. C'est elles qui ont fait. Moi, j'ai analysé après tant d'années, je peux dire, en fait, je crois qu'elles ont envie d'avoir ma vie.
Ah, tu penses que c'était de la jalousie? Je crois. Je crois profondément que c'est ça. Quand on n'ose pas vivre un truc et on voit l'autre qui casse toutes les règles et dans toutes les normes, les critères, il doit être condamné et pas réussir, il réussit encore et que, heu, oui, alors qu'elles, elles n'ont pas osé aller aussi loin que moi et je crois qu'elles sont pareuses Oui, et donc au lieu de se poser, de se remettre en question, on casse ce qu'on ne peut pas avoir. c'est vrai. Donc elles ont essayé de me casser, c'est tout. Je suis quelqu'un qui a commencé à sortir, à faire la fête, à être adulte avant de l'être, en âge. Hem, mais oui, j'ai conduit très tôt, j'ai tout fait très tôt, en fait, très, très tôt, tout, tout. Et tout très fort. Tu Oui, as beaucoup bu. j'ai pas de limite, en fait. Et la seule limite, les seules règles, c'est moi qui me les impose. Et c'est quoi tes règles? Par exemple, tu me connais, quand je travaille, je sors pas, je bois pas, je fais rien. Heu, il y a des trucs que je toucherai jamais dans ma vie, il y a des choses que je ferai jamais dans ma vie. Mmh. C'est moi qui le décide. C'est moi qui décide aujourd'hui si je rentre chez moi à 22 heures ou à 8 heures du matin. Personne n'est là pour me le Ouais, dire. Personne. Donc il y a que moi pour me détruire ou pour me laisser le droit de réaliser mes rêves. Mon père disait toujours que c'est ma carrière qui m'a toujours sauvé. Parce que moi, mon truc que je perds jamais, c'est ma carrière. Si je vais me détruire, moi ce que je fais dans la vie, c'est pas pour me détruire, c'est à un moment donné, c'est pour remplir le vide que je comprenais pas encore dans mon métier et après, c'était juste parce que j'aime la vie, j'aime m'amuser, j'aime les gens. Tu me connais, quand je sors, je parle à tout le monde, à n'importe qui dans la rue, dans la bar, dans le resto. Je suis quelqu'un qui est très ouvert, qui adore discuter et raconter les histoires, et les gens le font pareil avec moi. bien sûr. Et ça fait mes rencontres dans la vie. Et tu penses que si tu avais pas eu ta carrière, Mm. tu aurais été, comment dire? Happé et mangé par tes excès? Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu Je ne aujourd'hui sais pas si j'aurais été autant vers ces excès ah, aussi. aussi oui, c'est Ça c'est va pas avec. Oui, j'aurais été parce qu'il y a la guerre, parce que pendant les guerres, il y a ça. Il y a toujours ça, parce qu'il y a la bah, guerre, c'est drogue, sexe, alcool, casser toutes les règles, extrémiste dans tout. vivre chaque jour comme si c'était le Le dernier. dernier, exact, pas chaque jour, chaque instant. Il y a une vidéo qui a été virale, là, pendant les attaques, d'Israël sur le Liban, Ah oui, avec heu, la fête. avec la fête et Et les on a missiles. fait ça toute Mais notre mais c'est vie. ça, moi, c'est ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, moi, tu m'avais, il y a longtemps, expliqué que, quand tu étais beaucoup plus jeune et que c'était vraiment enfin, c'est pas, il Ouais. y a pas vraiment ou pas vraiment, mais c'était la guerre aussi, bah, il y avait des restaurants qui avaient des rooftops et Oui. les gens mangeaient et Oui. regardaient les missiles, Oui, oui, tomber et oui. faisaient la fête, tout Même autour. pas même pas rooftop, il y avait c'était pas tout, il y avait, c'est pas encore la mode à ce moment-là. Oui, enfin, on se comprend, mais avec Oui, une vue dégagée sur la oui, ville oui, et oui. On faisait toujours, la fête pendant la guerre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Non, et il y a un seul bar qui faisait ça, c'était un bar souterrain avec le toit qui s'ouvre et tu vois tout. incroyable. Donc on voyait les avions de chasse, on voyait tout. Mais bien avant, dans les années 80, on sortait dans le back au Backstreet, par exemple, ce bar ou un autre bar ou un troisième bar ou un quatrième bar. C'est toujours on était toujours dans les bars. On faisait toujours ça. On sortait, on devenait, parce que tant qu'à faire, on va mourir. Oui, autant s'amuser. Bon, autant s'amuser. En plus, moi, je travaillais, donc dès que je terminais mon boulot, allez, il fallait se lâcher. Et maintenant, toi, tu bosses toute la journée, tu as envie peut-être après d'aller prendre un petit verre, ah, détendre. Bien sûr. Moi, c'est ça, hein. Ouais, c'est dingue. Je change complètement de sujet parce que Ouais. ça me vient comme ça. Hem, c'est quoi le rôle qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Est-ce qu'il y en a un? Oui, ma pièce déjà. Heu j'ai été très touchée par un dernier court métrage que j'ai fait qui s'appelle Original Sin à Londres avec Amroul Qadi. Vraiment, j'étais très bouleversée quand j'ai vu ce film. OK. Je m'y attendais pas et Et c'est le fi film qui t'a bouleversé ou le rôle que tu le rôle et incarné? le film, D'accord. les 2. Et ça t'a Très bouleversé autant à le non, ça jouer m'a qu'à le beau regarder? non, pas à le jouer. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec ce jeune réalisateur, c'est que, Ramlou est tu lis le truc, tu le vois pas vraiment. Sur le tournage, tu comprends qu'il y a un truc qui te dépasse et là, tu vois le montage.
Ça n'a rien à voir avec ni ce que tu as lu, ni ce que tu as tourné. Pas rien à voir, mais C'est sa vision. il m'a épatée, vraiment, ce OK. garçon. Je rêve de retravailler avec lui et la façon dont il l'a tournée, la façon dont il a raconté cette histoire, je vais te le montrer d'ailleurs. Ah bah, avec plaisir. Et Kaboul m'a beaucoup touchée. Très, très belle série. Et Sur France 2, j'invite tout le monde à oui, la voir. oui, ça m'a touchée, à plusieurs niveaux, que ce soit l'ambiance sur le tournage, l'équipe avec qui je travaillais, à tous les niveaux, que ce soit prod, réal, régie, Et chauffeur, puis, si je peux me cantine. permettre, tu fais une prouesse incroyable, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais tu joues ton rôle, qui est Ouais, un gros rôle, tu vas le jouer dans la langue du personnage qui est le Dari, que je le connais pas. qui est une langue que tu ne connais pas Ouais, et que tu as, apprise, genre, juste déjà enfin la diction, c'est ouais, pour ne pas que ça sonne faux, mais tu comprends rien de ce que tu lis, ouais, ni de ce que tu dis, mais tu as réussi à forcer ton cerveau à l'intégrer comme une langue maternelle, parce que c'est la langue maternelle du personnage ouais. et à l'écran, c'est hallucinant à quel point ça ne se voit pas, mais moi j'ai l'envers du décor parce que je me rappelle très bien qu'après le 3e jour de tournage, tu m'as appelé, tu étais en Grèce, en Aux pleurs, larmes! par terre dans une rue de je Oui, sais plus oui. quelle ville, Oui. à me dire que tu avais mal à la tête, que tu étais épuisé, que tu en pouvais plus, ce qui paraît tout à fait Et que, logique. parce que tu te rappelles, je t'avais raconté, premier jour de tournage, j'arrive, blanc, j'ai tout oublié. En fait, parce que le dari, qui est un dialecte, afghan, il y a le pachtoun et le dari qui sont les plus connus, qui sont très proches du farsi, de l'iranien. Et donc c'est pas une référence latine, ni arabe. Donc tu as Si aucune c'est base. latin, je peux moi je peux jouer en français, anglais, italien, espagnol, portugais, donc tout ce qui est latin. En turc, grec, arabe, anglais. Et donc Tu peux dans toutes les langues sauf en dari. sans Randari. Et donc, quand j'ai commencé à le travailler, je le travaillais normal, phonétique. Je croyais que ça suffisait. J'arrive sur le tournage, alors que moi, toi, tu me Ah connais, oui, oui. je suis très disciplinée, j'apprends avant, jamais je pourrais arriver, sur un job, Ah, en dilettante, c'est impossible. sans avoir tout le texte dans ma tête, même le texte du personnage en face, mais jamais. J'arrive, blanc, rien. Et là, je vais chez ces 2 réalisatrices que j'ai adorées et je dis à Kacha, heu: «Tout a été effacé, je comprends pas ce qui m'arrive. Il y a un bug dans la matrice. Il y a un bug et tu me connais pas, moi ça bug jamais, et j'ai une mémoire qui fout les complexes à tout le monde, donc vraiment je suis très, perturbée, très, je tremblais parce que je comprenais pas. Moi j'oublie jamais mes textes, jamais de la vie. Et donc elle me dit: «On se calme». Je commençais à pleurer, à transpirer, mais transpirer, j'étais en nage mais vraiment, je tremblais. Elle me dit: «On se calme». Et là, l'équipe a compris que je parle pas, que je suis pas afghane, que je suis pas iranienne, que c'est un truc que je ne connais absolument pas. Et là, tout le monde s'est tu, ils ont commencé à venir me dire: «Comment on peut t'aider?» Et moi, je disais: «J'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin du soutien». Et mais vraiment, tout pour avoir un câlin. Et donc, mais toute l'équipe, c'était: «Allez, on est là, de quoi tu as besoin pour qu'on t'en aide?» Les réalisatrices m'ont dit: «On va prendre les angles de tout le monde, ça va t'habituer, mets le papier ici, commence à le refaire normalement, on va voir». Donc elle tourne la scène, en plus une scène, la première scène à la maison avec toute la famille. Ah, incroyable cette scène. Oui, mais je savais pas quand est-ce qu'il s'arrête pour que je parle Bah, bien sûr, tu comprends pas la langue. et quand est-ce que je m'arrête pour qu'il parle et je comprenais rien. Et donc ils l'ont fait, j'ai capté les trucs et à un moment je dis: «Maintenant on prend la mienne, c'est bon». Elle me dit: «On vient de le faire». Ah putain. Parce que ça ne se voit absolument pas. Cette Non, scène, tu vois rien, tu vois rien. tu vois rien. Tu rentres, tu rentres dans l'appartement, tu poses ton écharpe, tu arrives, tu leur Ah, parles à tous, ils ah, sont tous en train de parler. Ça, on peut pas imaginer une seule seconde que tu ne comprends rien de rien, ce qui se passe. rien. C'est fou. Alors là, on passe dans une partie du podcast qui s'approche de la fin, mais c'est une partie que j'aime bien, qui s'appelle le dilemme. Donc là, aujourd'hui, c'est le dilemme de Darina. Donc, je Oui, vais te poser des dilemmes, il faudra que tu oui, choisisses. OK, On va commencer par le premier. Je me régale à écrire ces trucs. oui, Des fois, c'est un peu en fait, je me suis mis un peu une pression moi-même parce que les premières j'ai reçu à Crème en premier épisode, c'est venu oui, très facilement. oui, Puis j'ai eu ma mère, tu vois, c'est venu facilement, mais oui. mais il y avait quand même des trucs un peu moins faciles. Mais là, ça m'amuse. Donc Allez, j'en ai trouvé 4 pour toi. Ce sera allez. pas tout le temps 4 peut-être, mais tu préfères ne plus jamais boire ton whisky chez Georges
ou ne plus jamais jouir? Ah, je savais que celui-là, il serait dur pour toi. Non, ne plus jamais boire mon whisky chez Georges, pardon, mais non. Ah bah Il y a ça pas il y a ne pas de dilemme. t'excuse pas, hein. Excuse-moi, il y a pas de dilemme Bah, là. tu as quand même mis du temps à réfléchir. Oui, mais pas non, pas réfléchir parce que pour moi, c'est C'est une évidence. pas jouir. Non, mais Non, mais je sais à quel point ton whisky est précieux, hein. oui, mais non. Pas à ce point-là. Jouir? Ah non? OK. Ah non! Alors deuxième. Si je peux avoir les 2. Bah, là, tu as les 2. Ça, Ouais. c'est des faux dilemmes, hein. Oui, Tu pas oui. obligé de te dire: «Ce soir, tu pourras aller chez Georges et boire ton whisky», je te rassure. Deuxième dilemme. Tu préfères revivre tous tes mariages ou rejouer indéfiniment toutes les ruptures avec tes différents maris comme partenaire de jeu? Le mariage, la fête? Non, non, le mariage, après la fête, le quotidien dont tu parlais. Ou l'autre? Ou rejouer toutes tes ruptures avec comme partenaire de jeu tes ex-maris. Jouer les ruptures, Ouais, oui. parce qu'après ça il y a un début, une fin. Ouais, C'est ouais, quand même ouais, pas ouais, bête, ouais, je c'est me plus souviens facile, l'écrire. c'est plus facile. Tu préfères vivre un orgasme parfait, mais qu'une seule fois, ou plein de petits orgasmes nuls? Si c'est nul, c'est pas un orgasme. Oui, mais des petits, tu vois, pas ouf. Il y a pas de petit chez moi, chérie. Même si je Ça le va être veux. compliqué les dilemmes avec toi. Même si je le veux, il y a pas. OK. Donc ce sera, on va dire que Bah, c'était un. c'est un dilemme, Ouais, qui marche pas pour toi. out. Tu préfères oublier ton texte en pleine représentation ou te casser la gueule en rentrant sur scène? Me casser la gueule en rentrant sur scène. OK. Parce que je vais remonter, je vais me relever, continuer. Et tu vas faire comme si c'était dans le jeu, quoi. Oui, oui, T'intègres. oui, oui, oui. Mais jamais j'oublierai mon texte. OK. Le pauvre, il y a une fois un technicien qui me, l'ingénieur son et lumière, qui me dit: «Alors, si tu oublies ton texte», et là, je me retourne, je dis: «Moi, j'oublie jamais mon texte!» Il dit: «Si», je dis: «Non, tu n'as pas le droit de me faire douter de moi-même. Tu ne me fais pas douter. Et si tu poses encore cette question, je quitte». OK, je me sens hyper mal, j'ai l'impression d'être le technicien là. Le mec, il a Je fait comprends. le mec a fait ça, je dis: «Pardon, mais tu n'as pas le droit de me faire ça. Moi, j'oublie jamais mon texte. Si tu me fais douter avant de monter sur scène, c'est impardonnable». Il t'a plus jamais parlé après. Tu l'as plus jamais vu. Non, j'ai passé avec lui 2 mois, 1 mois et demi à Genève, en plus. Ça va être mon avant-dernière question. Oh! Ouais, c'est passé hyper vite, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas fait et que tu aurais aimé faire? Est-ce qu'il y a une seule chose? Non, mais ça peut être très léger, hein. C'est moi, par exemple, moi, j'ai pas encore fait du saut en parachute, j'adorerais en faire. Ça peut être beaucoup plus profond, c'est toi qui, Du vélo! du vélo, ah ça, je peux t'apprendre, hein. En vrai, ça, je pourrais t'apprendre, il est jamais trop tard. Vous êtes tous des menteurs. Ah non, mais moi, on peut, Allez, vraiment. Ah apprends-moi! bah, je vais t'apprendre. Je veux faire Fin de du l'année, tu fais du vélo. Tu OK. reviens dans ce podcast et tu dis au monde entier que je t'ai appris à faire du vélo. OK. OK, ça marche. Ma dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Un Un énorme orgasme. feu d'artifice sargasme. Tu m'as ramené là, avec tes questions là, hein. Réussir mes films que je veux réaliser, avoir un magnifique orgasme, plein de trucs, plein de trucs. Donc encore plein de choses. Merci. Non, mais merci à toi et nous, on se retrouve à 18h jeudi prochain pour un nouvel épisode avec un autre invité. Vous avez remarqué qu'ici, on parle de tout, que c'est un joyeux bordel. J'avais Oui. plein d'autres questions que je n'ai absolument pas pu poser, mais ce sera l'occasion de t'inviter à nouveau. Allez, Merci, avec merci plaisir. beaucoup. Merci. Mouah. Merci à toi. Bah, c'était super cool. Alors attends, j'ai une tradition, je fais une petite photo.